Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live LinkedIn. Alors aujourd'hui, ce 22 octobre, nous allons parler de communication consciente avec Marie Verguet. Donc un moment d'1 heure, hein, vous avez l'habitude maintenant, où nous allons apporter des notions donc, autour de la communication et comment utiliser la méditation pour être plus aligné et plus présent dans notre communication. Moi, je vais vous retrouver à la fin avec Marie pour le temps de questions-réponses. Vous pourrez sans souci poser vos questions dans les commentaires du post live. Et je vous souhaite donc un très bel atelier, un très bon moment avec Marie et je vous dis à tout à l'heure. Et merci beaucoup Marie, merci de m'accueillir et merci à Petit Bambou d'avoir pris autant d'élan à proposer cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, on va se retrouver pour 1 heure et j'ai prévu en fait cet atelier en 3 temps, en 3 étapes. Je suis ravie de vous accueillir parce que c'est vraiment, comme je le disais, quelque chose qui m'habite depuis longtemps, c'est cette thématique de la communication et de la présence et de l'alignement. Et donc les 3 temps, ça va être les 3 temps suivants. Un premier temps où je vais vous proposer un moment de centrage, un moment d'ancrage, un moment de présence attentionnelle, un moment de méditation. Et que j'ai construite en fait pour qu'elle fasse écho avec tout ce que je vais pouvoir partager avec vous par la suite. Et un deuxième temps où je vais répondre à 3 questions qui me paraissent intéressantes dans cette thématique, qui sont qu'est-ce que ça veut dire qu'être présent et aligné? Parce que ce sont des questions c'est une des questions que je me pose aussi dans ma vie de tous les jours et dans ma profession. Une deuxième question qui est en quoi la pratique de la méditation peut nous faire gagner en présence et en alignement, comme le soulignait Marie. Et puis en troisième question, comment je fais dans mon quotidien pour gagner en présence et en alignement dans ma communication, avec 3 partages bien modestement que je vous proposerai et qui me paraissent être pertinents au vu du sujet de ce webinaire. Et puis, il y aura le temps de questions-réponses. Donc, comme l'a dit Marie, n'hésitez pas à noter les questions que vous auriez ou les constats que vous feriez. Et puis, j'aurai plaisir à échanger avec vous dans le temps imparti qui sera en fin de webinaire. Et donc, je vais partager avec vous aujourd'hui, là, sur cette heure que l'on a ensemble, mes convictions, mes constats, mes observations, mes retours d'expérience. Et pour qu'on s'entende bien autour du mot communication, parce que pour moi, c'est important de le préciser, ce que j'entends par communication, c'est tout ce qui va avoir trait à la communication interpersonnelle, donc les échanges que je peux avoir avec les personnes qui sont dans mon champ professionnel ou personnel, la communication intrapersonnelle, c'est-à-dire comment je communique avec moi-même, comment j'ai accès à mes propres ressources, comment j'ai accès à mes propres émotions, et puis tout ce qui va être aussi intelligence émotionnelle, j'y reviendrai plus tard, agilité relationnelle, j'y reviendrai aussi plus tard, et puis bien sûr tout ce qui peut avoir trait à la prise de parole en public, au sens où on peut l'entendre dans la vie professionnelle. Mais voilà, c'était important pour moi que je vous précise ce que j'entends par communication et ce sur quoi peuvent porter mon intervention. Et comme on est dans un réseau professionnel avec LinkedIn, certains des exemples que je prendrai au vu des explications que je vais vous proposer seront plus dans le champ de la vie professionnelle, mais évidemment que c'est transposable à la vie personnelle et qu'on ne peut pas compartimenter sa vie perso et sa vie pro. Pour moi, tout est lié. Mais voilà, c'était quelques petits cadrages que je souhaitais vous faire avant de commencer. Alors, dans un tout premier temps, comme je voulais indiquer, ce que je vous invite à faire, et donc j'ai moi rédigé une méditation, donc vous allez me voir en alternance entre vous et mes notes. Ce que je vous invite à faire, c'est tout de suite maintenant, et sans que ce soit pas forcément de manière intentionnelle ou délibérée pour cette petite partie-là que je vous propose, ce que je vous invite à faire, c'est de constater là tout de suite comment vous vous percevez, comment vous vous sentez, et juste identifier dans cette immédiateté de l'instant, comment c'est pour vous, maintenant tout de suite. Peut-être que vous avez passé une matinée en ayant été très sollicité, peut-être que vous avez dépensé beaucoup d'énergie, ou peut-être qu'au contraire, c'était plutôt relax pour vous ce matin, vous avez pu prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Et quel que soit cet état présent dans lequel vous êtes tout de suite,
je vous propose de reconnaître tout ce qui se passe en vous pour le moment, tout ce par quoi vous êtes habité dans cet instant, et sans chercher à le changer, à le juger, à le jauger, à le critiquer, à le comparer, juste être finalement présent à vous-même là, à cette heure de la journée, avec la matinée que vous avez passée. Et puis peut-être rendre présent à votre conscience les mouvements éventuels, même subtils, de votre corps, l'état émotionnel dans lequel vous êtes, les éventuelles tensions musculaires qui pourraient être présentes. Et puis comment vous pouvez nommer en un mot, en une phrase, en plusieurs phrases, à voix haute, pour vous-même dans votre tête, comment vous pourriez nommer l'état dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Et l'intention qui est derrière cette petite pause, pour moi, c'est de vous montrer, et peut-être que certains d'entre vous le font déjà, mais qu'on peut se connecter finalement à son état sans forcément être dans une étape ou une volonté particulière de méditer, mais en tout cas de prendre soin de l'instant présent. Et pas forcément de le faire de manière délibérée, mais simplement se reconnecter à soi dans son état présent. Et dans ce deuxième temps de pause, de présence, ce que je vous propose pour le coup cette fois-ci, c'est de manière intentionnelle et délibérée de vous mettre dans une posture dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Et je vais vous proposer de mettre vos mains sur vos genoux, de bien ancrer vos pieds au sol. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, de fermer les yeux. Ça peut contribuer à vous mettre dans cet état de retour à vous-même, à minimiser les sources de distraction. Mais si vous préférez garder les yeux ouverts, c'est évidemment tout à fait possible. Et si vous êtes en open space, ce qui peut se passer quand on est au travail, et que vous ayez un casque ou pas, je vous propose de voir comment c'est possible pour vous de vous concentrer sur ma voix, sur ce qui se passe à l'heure actuelle pour vous, et y compris potentiellement avec du bruit autour de vous. Et le seul endroit qui compte, c'est maintenant, c'est en ce moment. Et hier, demain, tout à l'heure, ce sont d'autres temps, ce sont d'autres préoccupations. Et pour continuer cette méditation, ce moment de pause, je vais m'exprimer à la première personne du singulier parce que j'ai le sentiment que la résonance peut être différente pour vous. Je consolide mon socle de présence. J'écoute mon souffle, ma respiration, mon rythme cardiaque. Et je prête attention au poids de mon corps sur cette chaise ou ce sur quoi je suis installée. Je prête attention à la chaleur de mes mains sur mes genoux, à la sensation du sol sous mes pieds, au contact de mes mâchoires, au contact de mes paupières si mes yeux sont fermés.
Je prête attention au positionnement de mes épaules, au placement de ma tête. Et je respire profondément en laissant couler en moi cette force du souffle, cet élan de vie qui m'habite. Ce mouvement qui m'anime sans que j'aie besoin de le commander. Et je prends le temps dont j'ai besoin à l'inspiration. Et le temps dont j'ai besoin à l'expiration. Et je me laisse porter par ce qui me traverse. Je sens mon ventre se gonfler légèrement à l'inspiration. Et se dégonfler légèrement à l'expiration. Et je sens l'air qui rentre dans mes narines. Et je me rends attentive à la subtile différence de température entre l'air frais qui pénètre dans mes narines et l'air plus chaud qui en sort. Et je me concentre quelques instants sur cet air. Puis j'ouvre mon champ de conscience jusqu'à ce que je me perçoive tout entier, tout entière, dans la pièce où je me trouve, dans la posture dans laquelle je suis à cet instant présent. Comme si une caméra était en train de me filmer, en train de méditer. Donc je me vois en train de méditer. Et je m'aperçois du coup que je peux être à la fois à l'extérieur de moi, m'observant, tout en étant parfaitement à l'intérieur de moi, présent à moi-même. Et pour mieux réaliser cela, dans un premier temps, je fais le parallèle avec ce qui se passe quand j'interagis, quand je communique avec quelqu'un. Donc, je rends présent à mon esprit et j'imagine une personne ou un groupe de personnes avec lequel j'ai l'habitude d'interagir, de communiquer, d'échanger. Et je vois comment je peux à la fois percevoir cette personne, ce groupe de personnes, leur présence, leur réaction, leur comportement, ce que je perçois de leurs émotions, par exemple. Et en même temps, je peux aussi percevoir l'état dans lequel je suis moi.
la posture qui est la mienne, les émotions qui m'animent, les pensées qui viennent à mon esprit. Et dans un second temps, je m'imagine en train d'observer l'échange que j'ai avec cette personne ou ce groupe de personnes, comme si j'étais témoin de cet échange, observateur de cet échange, observatrice. Et je peux ainsi noter ce que je perçois des enjeux. Comment les égos négocient entre eux. Comment sont vécues les réactions à ce qui est dit. La manière dont les choses sont dites. Tout un tas d'éléments qui vont me donner des informations sur moi, qui suis partie prenante dans cette relation, toujours du point de vue de l'observateur, que je suis devenue, et sur les personnes avec lesquelles j'interagis. Et enfin, dans un troisième temps, si j'ai identifié une émotion qui pourrait éventuellement me mettre dans l'inconfort quand je me vois avec ces personnes, ce groupe de personnes, je vois comment je peux choisir en conscience, si j'ose dire, de transformer cet inconfort autrement. Par exemple, si je ressens de la peur pour m'exprimer avec là où les personnes que je suis en train de visualiser, je peux identifier que la peur me déstabilise, mais je peux me donner le choix, ayant constaté cette peur avec bienveillance, que cette peur soit plus vécue comme une force, une énergie, un défi, une invitation qui me pousse à l'action, qui me permet peut-être d'asseoir plus de confiance en moi, plus de légitimité, plus de singularité, plus de leadership. Tout ce que je peux avoir envie ou besoin de consolider dans ma communication. Et je constate, en ayant transformé cette émotion qui pourrait paraître inconfortable, bien je constate l'effet que cela peut avoir dans mon corps, dans mon esprit. Qu'est-ce que c'est que de me proposer d'autres choix de réaction par rapport à cette émotion qui pourrait être vue comme inconfortable. Et peut-être que cela change des choses effectivement dans ma communication, dans ma présence, dans mon alignement, dans mon aisance, dans ma sérénité. Et pour terminer cette méditation, je reviens à mon souffle, à ma respiration,
à mon corps, à la pièce dans laquelle je me trouve. J'ouvre les yeux si mes yeux étaient fermés. Je reviens à l'ici et au maintenant. Et je peux même aller jusqu'à me féliciter d'avoir pris ce temps de pause, de présence attentionnelle, d'alignement. Ok. Alors bien entendu, si certaines ou certains parmi vous ont des choses à noter à l'issue de ce moment que j'ai pu partager avec vous, évidemment faites-le. Et si vous avez des questions à me poser dans la partie qui sera questions-réponses, je vous invite aussi à les noter. Là, je vais donc partager mon écran pour qu'on puisse passer à la suite. Donc, je suis sur 2 écrans. Je vais juste vous demander quelques tout petits instants. Voilà, je partage mon écran. Voilà, je le partage. Je vérifie juste dans mon écran. Le contrôle, c'est bon pour vous. Ça m'a l'air d'être bon pour vous. Ok, donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction, une des premières questions qui m'a semblé judicieux de se poser, c'est finalement, alors est-ce que je peux avancer dans mon... Voilà. C'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'être présent et aligné? Ça veut dire quoi? Dans sa vie de tous les jours, et puis si on le transpose au fait de prendre sa place, de communiquer, d'interagir, qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire tout ça? Et là, voilà, comme je vous le disais aussi, je vais partager mes convictions, mes constats, qui n'engagent que moi, mais je vous les partage avec grand plaisir. Être présent et aligné, pour moi, il y a 3 premières choses qui sont très très importantes. La première chose, c'est décider d'être en conscience de soi, de ses émotions, de ses ressentis physiques, de sa posture, de ses sentiments, perceptions, intuitions, etc. Et pourquoi je vous dis décider? Parce que je pense que quand on est dans une étape de vouloir travailler à sa communication, aux relations, aux échanges que l'on peut avoir avec les uns et les autres, dans sa communication interpersonnelle, intrapersonnelle aussi, il y a une première couche, si j'ose dire les choses comme ça, qui est j'ai conscience de moi, j'ai conscience de comment je me sens, j'ai conscience des autres, etc. Et puis il y a un deuxième niveau, à mes yeux, qui est de décider d'être en conscience de soi, c'est-à-dire faire vraiment ce travail d'alignement, de conscience, des répercussions que ça peut avoir en soi, et de décider finalement de se rendre conscient de ce qu'on peut percevoir dans sa vie, mais là on est sur la partie communication, donc dans ses échanges avec les uns et les autres. Et pour moi ça va avec une deuxième étape qui est décider d'être en conscience de l'autre, de sa propre présence, de ce que nous percevons de cette personne, de ce qui se dégage de cette personne. Et là aussi, à partir du moment où on est en conscience de nous-mêmes, de soi, on a plus de facilité à être en conscience de l'autre et du coup d'ajuster, d'interagir, d'avoir cette finesse qui va nous permettre de gagner cette présence et cet alignement et de pouvoir avoir une souplesse dans la relation qui va être dans le cadre de cet objectif que vous avez aussi, que j'ai aussi, d'être présent et aligné dans la majorité des cas, même s'il y a des cas où ça peut être plus difficile, mais j'y reviendrai après. Et puis, ce qui me semble important dans ce triptyque que je vous propose, c'est aussi décider d'être en conscience de la relation instaurée. C'est un peu ce que je vous ai proposé au travers de cette méditation qu'on vient de terminer, c'est-à-dire une première partie qui est en conscience de soi-même, une deuxième partie qui est en conscience de l'autre, et puis une troisième partie qui va être plus qu'est-ce que je peux observer de ce qui se joue dans la relation que je suis en train d'instaurer. Et ça peut permettre
d'identifier la qualité de l'interaction, l'éventuelle authenticité d'une relation. Et puis quand on va un petit peu plus loin dans la réflexion, est-ce qu'il y a des jeux de pouvoir? Est-ce qu'il y a des pièges relationnels? Est-ce qu'il y a des relations toxiques? Est-ce qu'il y a des relations au contraire hyper inspirantes, hyper respectueuses? Donc pour moi, ça commence par ça. C'est vraiment, je dirais, prêter attention à moi-même, aux autres et à ce qui peut se jouer dans une relation instaurée. Parce que, encore une fois, je vais me répéter, mais plus on est en conscience de ça, et plus on est en capacité de s'aligner sur son propre alignement, si j'ose dire les choses comme ça. Donc du coup, ça permet une ouverture à soi et aux autres, et ça permet de rester en connexion, en relation avec ce dont on a besoin. Et je vais y revenir dans 2 petites minutes. Donc pour moi, le quatrième point, c'est respecter ses propres besoins. Dans une relation, besoin par rapport à soi-même, donc être en conscience de ce que nous voulons, de ce que nous ne voulons pas, par définition aussi, de nos valeurs, de nos envies, et surtout ce qui me paraît être très très important quand on cherche à gagner en présence et en alignement, c'est se sentir légitime et confortable à les exprimer, ces fameux besoins. Et je vais vous prendre un exemple qui arrive assez souvent par rapport aux personnes avec lesquelles je suis amenée à travailler, qui est un exemple ultra simple, je ne sais pas s'il vous parlera à tous et à toutes, mais en tout cas c'est ce que je peux avoir souvent comme retour, et c'est plutôt des femmes qui me font ce retour-là, c'est au moment le rendez-vous annuel qui est fait dans les entreprises, où on fait le point sur ce qui peut être amélioré, ce qui est déjà là, etc. Un nombre assez important de femmes ont fait le retour que les retours qu'elles avaient pu avoir, là pour le coup souvent d'hommes, de N+1, c'était qu'il leur fallait, soi-disant, gagner en présence, être plus présent dans les réunions, plus parler, plus manifester leur présence, être moins timide, être moins dans la réserve. Et un certain nombre de ces femmes me disent, mais finalement, moi, je ne me sens pas du tout timide, je ne me sens pas du tout dans la réserve. J'ai juste besoin, si on prend l'exemple d'une réunion client, par exemple, c'est souvent ce qui m'est aussi retourné comme exemple, j'ai juste besoin de prendre du temps pour analyser ce qui se passe, jauger les relations, et surtout voir dans quelle mesure, quand je vais intervenir, quand je vais prendre la parole, quand je vais communiquer, quand je vais parler, dans quelle mesure je peux apporter une vraie valeur ajoutée. Donc c'est pas tant de parler pour parler qui va m'intéresser, c'est plus prendre en compte ce qui se passe et voir comment moi je peux apporter quelque chose dans cette interaction qui est en train de se faire dans cette réunion. Et donc du coup, à partir du moment où on respecte ses propres besoins et où on en est conscient, on peut plus facilement expliquer aux personnes qui nous font ce retour que c'est pas forcément ce qu'ils pensent que c'est, mais c'est simplement une manière de fonctionner qui n'est pas forcément celle de la personne qui vous fait la réflexion, mais qui est la vôtre, tout simplement. Et donc quand je dis respecter ses propres besoins, c'est aussi en ça que je le dis, c'est-à-dire se sentir légitime et confortable en exprimant ces besoins-là. Donc pour moi, être présent et aligné, c'est ça aussi. C'est finalement oser, si on peut dire ça comme ça, oser faire part de ses besoins et de ce qui compte pour nous et de la différence entre ce qu'on peut donner à voir et ce qu'on ressent nous personnellement. Donc c'est une certaine forme de prise de position, de prise de place, mais pas dans le sens agressif ou autre, c'est juste, voilà, je suis consciente de mes besoins, je suis conscient des autres, je suis consciente de la relation, et c'est parce que j'ai conscience de tout ça que la manière dont je fonctionne n'est pas forcément celle que tu voudrais que j'aie, mais je t'explique ce que moi, je perçois et la manière dont j'aime que les choses se passent. Et donc, je respecte mes besoins et je suis alignée et présent à l'instant où je t'en parle par rapport à ces besoins. Ça rejoint la suite de ce que je voulais partager avec vous, c'est-à-dire être à l'aise avec sa singularité. Accepter le cas échéant, de ne pas plaire à tout le monde. C'est pas facile, hein, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde de pressentir qu'on n'est pas forcément bienvenu, mais ça fait partie aussi de la présence et de l'alignement. Et comme exemple extrêmement basique que je pourrais mentionner à ce moment-là, et pardon s'il est trop basique pour vous, mais c'est quelque chose qui peut vous arriver assez souvent, j'imagine, dans vos relations professionnelles. À partir du moment où vous êtes dans une
dans une réunion où les gens ne se connaissent pas forcément, il y a ce fameux tour de table où chacun doit se présenter. Et je me fais avoir aussi dans certaines situations. La première personne qui va s'exprimer et qui va dire qui elle est, ce qu'elle fait, etc., va bien souvent donner le ton aux autres pour qu'eux-mêmes se présentent. C'est-à-dire que si quelqu'un dit je m'appelle tel, je fais tel métier, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'habite à tel endroit, alors on se sent un peu obligé, avec la pression du groupe, ou en tout cas ce qu'on pense être la pression du groupe, de faire la même chose. Et accepter d'être singulier, c'est ça aussi, alors pardonnez-moi pour l'exemple extrêmement basique, de nouveau, mais c'est finalement être totalement à l'aise avec ce qui peut faire notre singularité. Ça peut être aussi une manière d'être, une personnalité. On a des gens extrêmement extravertis dans des équipes plutôt introverties, on a aussi l'inverse. On a des gens qui ont une particularité physique, on a des gens qui s'habillent d'une telle ou telle manière. Et donc du coup, faire différemment ou accepter sa singularité, pour moi toujours, ça fait aussi partie de cette présence et de cet alignement qui, quand on communique, peut faire la différence. Donc du coup, ça peut amener énormément d'atouts à quelqu'un qui va être à l'aise avec sa singularité. Et pour moi, encore une fois, ça fait partie de la présence et de l'alignement quand on est avec des gens et quand on communique. L'autre point qui me paraît correspondre à ce qu'est être présent et aligné, c'est être congruent, être cohérent avec nos pensées, notre manière de dire les choses, nos actes concrets dans notre vie de tous les jours. Donc si de nouveau je prends un exemple au sein du monde de l'entreprise, je pense qu'une grande majorité d'entre nous nous sommes retrouvés avec des personnes qui montraient une certaine image d'elles-mêmes et qui finalement, quand on était amené à travailler avec elles, ou en tout cas à les connaître davantage, étaient assez différents. Et donc, dans leur manière de faire, ou dans leur manière de penser même. Donc, du coup, être congruent, ça participe aussi au fait d'être présent et aligné. On donne une image de soi, on construit cette image, on a nos propres pensées, notre propre manière d'être à soi et aux autres. Et être congruent, c'est être aligné, justement. C'est coller le plus possible à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Alors, je ne dis pas que c'est facile tous les jours d'être hyper congruent, on a nos défauts, on a notre quotidien, on a nos ennuis, mais en même temps, je dirais décider de faire un travail d'alignement et de présence, à mes yeux, c'est aussi décider de finalement être congruent avec la personne qu'on construit, qu'on est, qu'on a envie d'être, ce vers quoi on tend. Voilà. C'était à mes yeux important de partager ça aussi avec vous. Et puis, le dernier point de cette slide qui me semble aussi important, c'est être en capacité d'identifier et nourrir le sens de nos actions. Pourquoi on fait ça? En quoi c'est important pour nous? Pourquoi on travaille? Pourquoi on se mobilise? Pourquoi on aime? Pourquoi on interagit? Pourquoi on défend ce projet plutôt qu'un autre? Pourquoi on défend cette stratégie d'entreprise plutôt qu'une autre? Donc être en capacité finalement d'identifier ce pourquoi on est là. Et, alors on emploie souvent mission. C'est malheureusement un terme qui est galvaudé par des personnes qui surfent un peu sur la vague du développement personnel, à mon avis, pas du bon côté, mais en tout cas, c'est vraiment ça, c'est redonner de la valeur à ce mot mission, c'est vraiment ça, c'est être en connexion avec ce pourquoi on est là, et je ne parle pas forcément de CEO ou de gens qui ont des très gros postes, à l'échelle de tout le monde, ça peut être important de se poser la question du sens de leur communication, du sens de leur vie, du sens de ce par quoi ils sont animés, pourquoi ils travaillent, pourquoi ils ont envie d'interagir sur tel ou tel sujet. Et donc, du coup, ça me paraissait important de notifier ce point aussi d'alignement. En tout cas, c'est vraiment ce dont je suis le plus en plus convaincue, que quand on est aligné avec le sens que l'on donne aux choses que l'on fait ou à la manière qu'on a envie d'être, ça nous fait gagner en présence et en alignement. Et donc, pour moi, et là, je vais lire la phrase que j'ai notée sur la slide. Prendre la parole, communiquer, interagir avec l'autre, c'est un acte d'engagement. C'est une façon d'asseoir son positionnement, de prendre sa place, de revendiquer sa singularité, comme je vous l'ai précisé, de manifester sa propre puissance et d'affirmer qui on est
Et c'est une façon de faire preuve de leadership. Et on entend beaucoup ce mot, et à mes yeux, bien communiquer, entre guillemets, c'est une façon de faire preuve de leadership. Et au-delà de faire preuve de leadership, ma conviction, c'est que quand on décide de travailler à sa communication, quand on décide de mieux connaître la personne que l'on est pour, entre guillemets, toujours mieux communiquer, c'est pour moi une étape de son propre développement personnel. C'est une manière je dirais, de prendre position, de prendre sa place, de mieux travailler à la personne que l'on est. Et c'est aussi une manière, finalement, en travaillant sur son propre développement personnel, de travailler aussi au développement du collectif. Quand on est dans une entreprise et qu'on échange et qu'on interagit, et quelle que soit la posture ou la position, je dirais, le poste que l'on occupe, on interagit, on gère des équipes peut-être, on interagit avec ses collègues, on a des collaborateurs avec lesquels on s'entend plus ou moins bien, bref, on a envie de participer à quelque chose, et donc du coup, c'est du collectif. Si je prends l'exemple d'un manager ou d'une personne qui a envie de fédérer autour d'une équipe, c'est aussi parce qu'elle aura fait un travail sur elle, et sur la manière dont elle veut engager cette notion de fédérer, qu'elle va gagner justement plus ou moins de personnes qui vont suivre ce qu'elle peut proposer. Donc pour moi, c'est vraiment une manière de travailler et sur soi, mais aussi au service du collectif. Ça me semblait important comme point de vous le préciser. Donc la deuxième question à laquelle je me propose bien modestement de répondre, c'est en quoi la pratique de la méditation peut nous faire gagner en présence et en alignement pour plus d'aisance et de sérénité dans notre communication. Alors pourquoi j'ai parlé d'aisance et de sérénité? Parce que c'est souvent, ultra souvent, ce que j'entends dans les demandes de mes clients ou les demandes des entreprises, c'est comment je peux finalement, grâce à cet alignement, à cette présence, comment je peux faire pour me sentir plus à l'aise dans mes communications, dans mes interactions avec les gens, dans ma manière d'être aux autres. Et là aussi, je vous fais part d'un retour d'expérience qui m'engage encore une fois que moi. Et pour moi, la pratique de la méditation, dans le cadre d'une communication qui est présente et alignée, elle va faciliter, participer à, je l'ai déjà précisé mais je le redis, une meilleure connaissance de soi, avec une appréciation plus consciente, plus fine du moment présent. Donc, potentiellement, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'en ayant une meilleure connaissance de moi-même et du moment présent, j'arrive à déceler des choses que peut-être, si je ne méditais pas, j'aurais plus de difficultés à faire. C'est une capacité d'écoute de soi, des autres, de l'écosystème, de l'environnement dans lequel on évolue. Une capacité d'écoute par rapport à nos intentions aussi, quand nous interagissons avec les autres. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion d'intention, donc je ne vais pas m'étendre là tout de suite, mais vous allez voir que c'est, à mes yeux, quelque chose de très très important quand on communique, et la méditation peut aider à identifier ces intentions, en tout cas ça a été le cas pour moi. Une mise à distance de nos propres mécanismes, de nos propres modèles, les ruminations, les pensées automatiques, les jugements, les injonctions de perfection. Dieu sait que dans le monde de l'entreprise, on est très 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 sur la performance, sur ce qui se voit, sur l'apparence. Et donc du coup, quand on est amené à communiquer, à prendre la parole, y compris dans des moments où il y a vraiment un enjeu, en réunion, en codir, en comex, le fait de pouvoir se distancier de nos propres ruminations, qui peuvent être « je ne vais pas y arriver, je suis trop nulle, je n'ai pas assez préparé », tout ce qu'on peut imaginer quand on se retrouve dans une situation où il y a vraiment un enjeu dans sa prise de parole, eh bien on est plus en capacité de se mettre à distance par rapport à ça, de constater ce que l'on peut penser, ces pensées qui viennent, elles sont là, on n'a pas à les chasser. En revanche, je peux choisir de me distancier de ces jugements, de ces pensées, de ces injonctions, et de voir comment je peux, éventuellement, si j'en ai besoin, assouplir les choses. Et là, c'est quelque chose qui, pour ma part, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans la pratique de la méditation, c'est cette capacité à mettre à distance et à identifier. Et puis, ça peut aider aussi à faciliter l'accueil de nos émotions et de celles des autres.
Donc là, encore une fois, il n'est pas question de chasser nos émotions. Je n'aime pas trop la terminologie gérer ses émotions, parce que pour moi, on ne gère pas ses émotions. Les émotions sont là, de fait. En revanche, on peut avoir une relation à ces émotions qui est plus agréable pour nous, plus confortable. Et donc, du coup, ce faisant, une réaction ou un accueil des émotions des autres qui peut aussi être tempéré. Je ne dis pas qu'il faut les accepter, mais ça peut être tempéré. Et quand on est dans une interaction, voir l'émotion de quelqu'un, si je prends par exemple, pour caricaturer l'émotion de la colère, c'est pas une émotion facile je dirais, à accueillir, mais on peut partir du principe que c'est l'émotion du moment de la personne que j'ai en face de moi et voir comment c'est possible pour nous qui recevons cette colère d'avoir un moindre jugement sur cette colère et de considérer que cette personne-là, elle n'est pas définie par sa colère, mais en ce moment, elle est en colère. Et que cette colère ne s'adresse pas forcément à moi, mais cette personne est en colère. Et donc, du coup, la pratique de la méditation, elle m'a aidée à un titre personnel, et puis à ce que je peux aussi avoir comme témoignage autour de moi, à travailler sur cet accueil sans jugement. Ça participe aussi à mes yeux du développement de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et de l'agilité relationnelle. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle, en revanche, juste préciser qu'au sein de ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle, il y a une partie qui est très importante, je trouve, c'est la capacité que l'on peut avoir à déjà prendre la mesure de nos émotions, acter qu'on a des émotions, et avoir une bonne relation avec cet émotionnel, et être en capacité finalement de s'auto-réguler dans son émotionnel. Et donc, du coup, encore une fois, d'être moins intransigeant peut-être aussi avec la relation qui peut ne pas exactement être comme vous voudriez qu'elle soit, et d'avoir cette adaptabilité relationnelle. C'est pour ça que j'aime bien parler d'agilité relationnelle, de m'adapter à ce qui se passe en moi, à ce qui se passe pour la personne, et à comment je peux faire, moi, pour interagir avec ce qui se passe. Pour moi, ça participe aussi à la perception de la vision du monde de l'autre. Quand on est dans une interaction, dans une communication, assez régulièrement, on se retrouve confronté à des personnes qui n'ont pas la même vision du monde que nous, qui ne partagent pas les mêmes valeurs, qui ne sont pas branchées pareil que nous. Et ça peut, dans certains cas, être assez déroutant, perturbant, voire frustrant. Et donc, du coup, considérer cette vision du monde, la percevoir, et ne pas la prendre comme quelque chose, encore une fois, de contre nous, qui vient exprès nous faire du mal ou je ne sais quoi. Bien, tout ce qui va être pratique méditative va aussi aider à acter, à constater cette vision du monde, à constater que ce n'est pas la nôtre, et à voir finalement, toujours pareil, comment je peux négocier avec tout ça, et comment je peux considérer cette personne comme étant une autre personne que moi, qui peut m'apporter, dans le meilleur des cas, autre chose que ma propre vision du monde. Donc, voilà, c'était aussi quelque chose qui me paraissait important de préciser. Et puis dans cette perspective, notre capacité à nous défusionner de ce que nous croyons comprendre du désir de l'autre. Bien souvent aussi, dans les exemples que je peux recevoir de mes clients et de mes clientes, c'est oui, mais il doit penser ceci ou il pense cela, je suis sûre qu'il pense ça, et donc du coup, je me mets dans ce que je crois comprendre de son désir, donc du coup, je ne suis plus du tout alignée, je ne suis plus du tout présent. C'est un peu le flou dans ma tête, et je ne suis plus moi-même, et du coup, je ne suis pas dans une communication qui me convienne. Donc du coup, cette capacité à nous défusionner de ce que nous croyons comprendre du désir de l'autre, elle vient aussi parce que je mets des temps d'alignement dans mon quotidien, parce que je prends le temps de réfléchir à comment je me sens, à ce qui se joue pour moi, et du coup, voilà, forcément, ça me permet d'être plus compétent, plus compétente pour me défusionner de ce que j'entends, comme ce que je perçois comme étant le désir de l'autre. Et puis il y a une autre chose aussi que je trouve qui est très importante dans la pratique de la méditation, et c'est souvent une phrase qui est dite d'ailleurs, notamment quand on commence à méditer, être plutôt dans la réponse plutôt que la réaction. Donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire que à partir du moment où on a identifié quels pouvaient être nos déclencheurs, il n'a pas les mêmes valeurs que moi, ça vient toucher en moi quelque chose qui est important, etc.
Eh bien, à partir du moment où on a identifié ça, on a beaucoup plus tendance, et ça rejoint cette agilité relationnelle dont je vous parlais, on a beaucoup plus tendance à être dans la réponse plutôt que la réaction. Réaction qui pourrait nous faire du mal à nous, émotionnellement parlant, et qui pourrait instaurer une relation qui soit assez délétère et qui n'est pas très intéressante. Donc du coup, à partir du moment où on est plus dans j'acte de ce qu'il se passe, je peux même prendre un temps de silence, et je constate finalement ce qui se passe, donc je suis plus dans une perspective de répondre à la personne plutôt que réagir à ce qu'elle vient de me dire. Encore une fois, je prends l'exemple de la colère ou d'un conflit, mais ça peut être tout autre chose. Là, j'essaye de faire quelque chose de très pragmatique, mais ça peut vraiment être tout autre chose. Et puis, ben voilà, ça c'était la petite touche d'humour, mais l'instauration du mantra qui change tout, c'est rien à atteindre, rien à réussir, juste à être. Et moi, la première fois que j'ai entendu cette phrase, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a décomplexé de plein de choses. Parce qu'on a souvent tendance, hein, peut-être que vous ne vous reconnaîtrez pas dans ce que je dis, mais à se mettre des injonctions de perfection. Et donc, du coup, quand on est dans cette perspective de rien à atteindre, rien à réussir, juste à être, ça détend beaucoup et ça permet justement d'être encore plus dans cet alignement et cette présence que j'évoque avec vous depuis tout à l'heure. C'est waouh! Bien sûr que si j'ai une présentation ou une communication d'importance, je vais la préparer, évidemment. Mais je ne viens pas en étant bardée d'injonctions et de jugements. Je me mets moi-même dans une perspective de je suis avec ce que j'amène, j'ai préparé, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Je ne cherche à rien atteindre de particulier, juste être avec mes intentions et avec ce avec quoi je viens. Voilà pour tout ce qui était réponse aux questions que je me pose encore et encore, et il y a très certainement d'autres manières d'y répondre. Et du coup, dans cette dernière partie que je souhaitais partager avec vous, c'est finalement comment je peux faire, comment concrètement je peux faire pour gagner en présence et en alignement, pour gagner en sérénité, etc., quand je communique. Donc au-delà de tout ce que je viens d'expliquer, au-delà de la méditation de pleine conscience qui peut vraiment nous amener à tout ça, une première étape clé que je partage bien volontiers avec vous, c'est dans une première étape, mieux me cerner en tant que, j'ai appelé ça personne qui communique, on pourrait l'appeler autrement, c'est-à-dire identifier ce qui peut me mettre dans l'inconfort ou à contrario dans le confort, dans mes interactions avec les autres. Parce qu'à partir du moment où je l'ai identifié, je peux être acteur et actrice de ce qui peut me mettre dans l'inconfort ou dans le confort. Donc c'est tout bête, mais ça commence par ça. Décoder, profiler sa propre, ce que je peux appeler stratégie de réussite. Donc à partir du moment où je peux ressentir un inconfort, ou à partir du moment où au contraire je me sens dans le confort, qu'est-ce qui fait que je réussis au final dans ma manière de communiquer avec les autres? On pourrait prendre l'exemple d'une réunion, on pourrait prendre l'exemple d'un codir, on pourrait prendre l'exemple d'une interaction avec ses collègues, enfin, tout est possible. Et qu'est-ce qui fait que quand je me retrouve à échanger, à interagir, je me sens bien? Et donc du coup, ça peut être extrêmement diversifié, ça peut être de bien préparer ce que j'ai à dire, comme ça peut être aussi me recentrer, prendre du temps pour moi, échanger d'abord avec mes collègues sur les points sur lesquels je vais parler. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être souhaiter se réharmoniser avant d'aller prendre la parole, si on prend l'exemple d'une communication plus à enjeu. Vraiment, voilà, tout ce dont vous avez besoin pour finalement vous sentir aligné, présent et mettre au point, je dirais, votre propre protocole, si j'ose dire les choses comme ça, pour vous sentir aligné et présent. Et puis bien sûr, du coup, il en découle sur m'appuyer sur ce que je sais déjà bien faire. Et ne pas forcément être, comme je le disais aussi tout à l'heure, victime de ses propres ruminations et de ses propres jugements qui viendraient tempérer finalement ce qu'on sait déjà bien faire. La deuxième étape clé, en tout cas qui m'aide aussi moi, beaucoup dans les communications que je peux faire à titre personnel et dans les je dirais, les conseils que je peux donner aux personnes que j'accompagne, c'est identifier et me connecter aux intentions qui m'animent quand je vais prendre la parole ou quand je parle. Et encore une fois, quand je dis ça,
ça peut être une prise de parole extrêmement simple avec mes collègues, à la machine à café. Ça peut même aller jusque-là. Et donc, du coup, c'est quand je communique, quand je parle, quelles sont mes intentions principales? Si je devais les nommer, par quoi je suis teintée finalement quand je vais communiquer, interagir avec les personnes qui sont dans mon secteur professionnel, des clients, des prospects, des collègues, des collaborateurs, des N+1, bref. Alors j'ai mis un certain nombre d'exemples entre parenthèses, mais à mes yeux, et ça participe vraiment à la sérénité et à l'aisance quand on communique et à la présence et à l'alignement, c'est quand on est vraiment, je dirais, conscient et présent à ce pourquoi on vient et avec quelle intention on vient, plus c'est facile de gagner cet alignement. Si je viens en me disant « je veux créer du lien », je vais rester sur mon alignement de créer du lien. Si je viens donner une vision parce que j'ai un projet hyper important pour moi et que je souhaite fédérer autour de cette vision, eh ben, en me remplissant, en me nourrissant de ce pourquoi je viens, de cette intention, j'ai beaucoup plus de chances de gagner en aisance et en sérénité et en alignement et en présence que si je ne le fais pas. Et puis, être dans une volonté délibérée, sincère, encore une fois consciente, de vouloir créer une relation avec mes interlocuteurs. Et quelle que soit cette relation, on n'est pas obligé d'être copain, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais une relation je dirais être conscient avec ce qu'on souhaite instaurer et surtout être dans cette volonté d'échange, me paraît, quand on souhaite gagner en aisance, en présence, en calme intérieur, me paraît être une bonne deuxième étape. Alors j'ai mis premier, deuxième, c'est pas forcément dans cet ordre-là, mais en tout cas une bonne étape pour préserver cet alignement. Et puis une troisième étape clé pour moi qui est hyper importante, alors qui peut faire un peu bizarre dans le cadre d'un LinkedIn live, parce qu'on est plus ou moins conscient de cette dimension, mais c'est développer sa capacité à la gratitude. Envers nous-mêmes, bien sûr, envers les autres. Et puis, partir du principe qu'on est plus dans valoriser plutôt que de trouver normal. Ce que j'entends par là, c'est qu'à partir du moment où on a pu avoir un échange avec quelqu'un, on a pu communiquer avec quelqu'un, quel que soit ce qui s'est passé ou ce qu'on a perçu, l'échange qu'on a eu, comment on s'est trouvé, etc., valoriser ce qu'on a bien fait. Et puis quand on a bien fait les choses, le valoriser justement. Ne pas le trouver, oui mais c'était normal parce que j'ai bien travaillé, parce que j'ai bien proposé, parce que j'ai bien fait ceci. Oui peut-être, mais c'est bien. Donc autant plutôt basculer dans cette étape-là et de se dire, ok, je suis plus dans la gratitude par rapport à moi-même, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à la manière dont j'ai interagi. Et si c'est pas parfait, parce que ça l'est rarement, ça l'est perfectible. Et je me concentre plutôt sur ce que j'ai bien fait et je valorise plutôt que de trouver normal. Donc, considérer ce que je pense être des échecs comme une source d'information et d'apprentissage sur moi, sur les autres, sur la relation que j'entretiens avec moi-même. Et donc, à mes yeux, toujours, la gratitude, c'est une manière constructive de dessiner les contours de ma singularité, de gagner en confiance, en légitimité, et d'asseoir évidemment son alignement, sa présence et ce qu'on a envie de donner à voir et entendre. Et pour terminer, je regarde l'heure, pour terminer cet atelier, 3 petites choses que j'aimerais partager avec vous. C'est la première, communiquer, c'est pas jouer un rôle, parce que c'est souvent ce que j'entends aussi, oui mais je vais faire semblant, etc. Ça peut fonctionner, peut-être que pour certaines d'entre vous ça fonctionne, moi j'y crois assez moyennement. De se mettre, je sais pas, de se mettre un rôle qu'on n'a pas, de s'imaginer des qualités qu'on n'a pas forcément. Enfin voilà, moi ça me paraît un peu surfait. En revanche, avoir un rôle à jouer, là ça change tout pour moi, ça fait vraiment la différence. Et dans ce avoir un rôle à jouer, il y a tout ce que j'ai pu échanger avec vous aujourd'hui, c'est contribuer à la personne que je suis, qu'est-ce que je veux pas, avec quoi je viens, quelles sont mes intentions. Qu'est-ce que je veux obtenir, qu'est-ce que je veux gagner,
Et donc, se mettre dans cette perspective d'avoir un vrai rôle à jouer et d'être donc acteur et actrice de sa propre communication. Donc, le savoir-faire, il est primordial, hein, la préparation, la gestuelle, le placement de la voix, enfin, toutes ces choses qu'on peut entendre à droite et à gauche. Mais pour moi, le savoir-être, il est essentiel. Je ne sais pas qu'il est plus important, mais en tout cas, dans les perspectives que vous avez peut-être à gagner en alignement et en présence, ça me semble absolument essentiel. Et pour terminer, vraiment terminer, alors là, j'ai retranscrit une phrase, enfin plusieurs phrases qui me semblent vraiment, enfin, en tout cas moi, qui m'ont aidé dans mon propre parcours et que je partage très volontiers avec les clients et les clientes qui sont prêts à recevoir ce genre de phrases. Donc je vais vous les lire, je suis désolée, je vais faire un peu de la lecture, mais voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Il y a une vitalité, une force de vie, une énergie, une accélération qui se traduit en action à travers toi. Et parce qu'il existe un seul exemplaire de toi dans toute l'éternité des temps, cette expression est unique. Et si tu la bloques, elle n'existera plus jamais par un autre canal et sera perdue. Le monde ne l'aura pas. Ce n'est pas ton affaire de décider combien elle est bonne, ni combien elle est valable, ni si elle est comparable à d'autres expressions. Mais c'est ton affaire de te l'approprier clairement et sans détour, de garder le canal ouvert. Tu n'as même pas à croire en toi ou en ton travail, tu as à te garder ouvert, conscient des élans qui te motivent. Garde le canal ouvert. Voilà, c'était la petite touche littéraire que j'avais envie de partager avec vous. On ne se refait pas. Je suis beaucoup plus littéraire que ingénieure ou mathématicienne. Et donc, du coup, j'avais envie de partager cette dernière phrase avec vous qui, pour moi, fait écho à tout ce que j'ai pu vous proposer comme voilà, dans cet atelier, finalement. Voilà. Donc, voilà, moi, j'en ai terminé. Donc, je vous invite à me poser. Alors, je vais me remettre du bon côté de mon ordinateur. Voilà. Hop. Une question, si vous n'en avez pas, c'est OK aussi. Je m'adapte. Donc voilà, je vous laisse la parole. Et 13h58, donc je pense que j'ai rempli mon contrat. Ouais. Tu l'as rempli. Merci beaucoup, Marie. C'était très inspirant. C'était un atelier très inspirant. Donc effectivement, pour tous ceux qui sont encore avec nous, parce que j'ai vu quelques-uns étaient partis, effectivement, 14h, il y en a beaucoup qui doivent reprendre le travail de l'après-midi. Pour ceux qui sont encore avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions à Marie. Hein. On va encore rester pendant quelques minutes avant de libérer tout le monde. Donc ta phrase rien à atteindre, rien à réussir, juste Rayette, a fait beaucoup d'émules dans les commentaires. Ça a beaucoup plu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont appropriées cette phrase et ont pu s'identifier à ce propos. On a beaucoup de merci, très inspirant, présentation très claire et complète. C'est vrai que même moi, en fait, d'habitude, j'ai des questions, mais là, tu as vraiment balayé le sujet de manière... voilà, c'était vraiment hyper complet sur tous ces aspects, ta définition de la communication consciente, comment la méditation peut venir appuyer notre présence, en fait, tout simplement. Moi, j'ai juste dire aux gens qui sont là que tu as fait le programme Prise de parole consciente dans l'application Petit Bambou. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ce programme, puisque comme ça, vous pourrez approfondir le sujet avec Marie qui a fait le programme pour nous. Et puis, peut-être vu qu'on n'a pas de questions, Marie, si tu veux peut-être clôturer, je vais te laisser le mot de la fin. Où peut-on retrouver la dernière phrase du webinaire, s'il vous plaît? Ah oui, l'extrait là d'une chorégraphe, un peu ça, j'ai vu, du chorégraphe new-yorkaise. De la chorégraphe. Écoute, moi, je peux te la faire, je ne sais pas exactement, du coup, c'est un petit peu je peux la remettre, ou je ne sais pas ce que je peux faire. Ouais, ce qu'on peut faire, donc que je réfléchis.
tu sais ce que tu peux faire, tu peux la copier. Tu vas me l'envoyer, tu la copies, tu me l'envoies. Moi, je la mettrai dans un post comme ça, toutes les personnes qui auront commenté le live auront la notif et auront le texte. Donc, comme ça, je pourrais lui mettre. On a Patricia qui a une question. Comment un soignant en souffrance et aimant son métier pourrait cheminer pour dépasser sa souffrance face au manque de temps auprès des patients? Comment un soignant en souffrance pourrait cheminer pour dépasser sa souffrance? Ah oui, oh là là, bah oui, c'est malheureusement de grande actualité et je suis de tout cœur avec les personnels soignants. Je dirais la réponse, elle est aussi dans ce que j'ai pu partager avec vous, c'est-à-dire, j'imagine que vos emplois du temps sont extrêmement chargés, mais dans la méditation, en tout cas je dirais dans ce qui peut apprivoiser cette présence et cette aisance, il y a une partie informelle et il y a une partie non formelle des pratiques qui peuvent aider à trouver un alignement. Et peut-être qu'en étant dans votre activité de tous les jours, en soignant concrètement les personnes qui sont amenées à être avec vous, à vos côtés, considérer ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites, avoir beaucoup de gratitude pour vous-même, avoir beaucoup de fierté par rapport à tout ce que vous faites. Après, dépasser la souffrance, c'est très personnel. Longtemps, j'ai pas vraiment réponse que ce que j'ai déjà pu partager avec vous par rapport à votre question. Je reçois cette question et effectivement, c'est une question. Peut-être que tout ce que j'ai pu partager avec vous peut contribuer à atténuer cette souffrance. La gratitude, pour moi, encore une fois, hein, c'est extrêmement puissant. Ça peut vraiment aider. Donc déjà, de reconnaître cette souffrance en premier temps, et c'est ce que vous semblez faire. Et puis, voir ô combien tout ce que vous faites a un fort intérêt. Se sentir utile, même si c'est des mots un peu bateaux, mais se sentir utile peut être l'apaisement de la souffrance. Je ne sais pas si j'ai rempli mon contrat en vous proposant cette réponse, mais c'est ce qui me vient pour l'instant. Mais c'est intéressant comme question, et enfin, surtout par rapport au personnel soignant. Vraiment, encore une fois, je renouvelle, je dirais moi, la gratitude que j'ai pour vous, et surtout dans les moments qu'on est en train de traverser. Et je pense qu'effectivement, cette question induit cette notion de moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a délivré des pistes de développement sur la communication consciente par rapport à soi, par rapport aux autres, à notre environnement. Et c'est comment enrichir, comment continuer à s'entraîner sur cette communication consciente quand parfois, devant nous, on n'a pas forcément les moyens managériaux, les moyens physiques, les moyens financiers, les moyens, on va mettre tous les termes derrière, mais les moyens devant nous pour le faire, en fait, pour nous emmener sur cet entraînement, sur cette pratique. Oui. Bah oui, mais quand on ne peut pas agir avec ce que l'on ne maîtrise pas, l'environnement dont tu parles, les moyens, etc., la seule option qu'on ait, c'est de faire avec soi. Mais c'est de voir dans quelle mesure, et je ne dis pas que c'est facile, loin de là, dans quelle mesure on peut se distancier de ce dont on n'est pas responsable, de ce sur quoi on ne peut pas agir, en tout cas à ce moment-là, et de voir comment, grâce à tout ce que j'ai pu partager avec vous notamment, mais il y a plein d'autres choses, on peut trouver une forme. Il faut changer du fond et dans lequel nous sommes, ça j'en suis convaincue en revanche, ça c'est sûr. Le monde du travail, la société en règle générale, a une certaine forme de grande violence. Et ça, c'est un état de fait. Mais voilà. Pour ce qui est de soi, je dirais la seule action qu'on puisse tangiblement faire, c'est sa relation à soi-même. Mais je ne dis pas que c'est facile. Non, c'est un travail du quotidien et le travail d'une vie. Oui, absolument. Absolument. Ce cheminement personnel. Très bien, je pense qu'on va quitter le live. En plus, j'ai l'impression qu'on a des petits problèmes de connexion. On saute un peu au niveau du son. Il y a David qui dit qu'il a participé à un de tes stages et que ça a beaucoup apporté à sa communication. David Barouk.
Donc n'hésitez pas, oui, effectivement, si vous voulez en savoir plus sur ce que Marie peut offrir à vos organisations, à vos départements, à vos structures, à lui envoyer des messages en privé, bien sûr, hein, pour en savoir plus sur ses formations et c'est ce que tu peux apporter sur ces sujets-là qui sont ta spécialité. Moi, je vous retrouve. Alors, pour le moment, je peux pas vous faire de nouvelles annonces sur de nouveaux ateliers parce qu'on n'a pas encore dans les tiroirs, mais on en fera d'autres avant Noël, c'est sûr. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Alors, comme je l'ai dit, j'ai écrit un petit dans les commentaires. Je vais faire un post sur la page Facebook avec la citation de Marie parce que beaucoup l'ont demandé. Donc, on va faire un post grand coloré avec la citation. C'est pas la mienne. Non. César, c'est pas la mienne. Je l'utilise souvent et c'est un texte qui me porte beaucoup. Donc, du coup, voilà. Et qui a parlé à beaucoup d'entre eux, apparemment. Donc, on va le texte que tu nous as transmis pendant cet atelier, je vais le reposter sur la page LinkedIn de Petit Bambou et comme ça, vous pourrez également le repartager avec vos collègues et vos connaissances. Marie, je vais te laisser le mot de la fin. Je le fais à chaque fois avec nos invités pour les lives LinkedIn. Je te remercie infiniment pour cette heure très inspirante et enrichissante. À tous, je vous dis à très bientôt. Et la scène est à toi, Marie. Bon, c'est juste. Alors, je ne m'attendais pas à ça, donc c'est juste. Merci vraiment. Voilà, gratitude d'avoir été inscrite. Puis, entre autres, de méditation et je dirais de retour à vous pour construire et consolider votre manière d'être aux autres et à vous-même. Et j'aurai plaisir à pouvoir échanger avec vous pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup, Petit Bambou, et merci à toi, Marie. Merci beaucoup. Merci, Marie. À bientôt. À bientôt.